Bonsoir à tous, ça vous regarde, une heure de débat politique. Aujourd'hui, on va essayer de prendre un peu de hauteur et tenter, je dis bien tenter, de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? Après les attentats de janvier et novembre 2015, on a vu ces manifestations, le drapeau tricolore partout, des milliers de Français venus dire la patrie qu'on aime, la génération Bataclan. Avec le débat sur la déchéance de nationalité pour les terroristes, la question est revenue sur la table. Alors, c'est quoi être français? La France, c'est une carte d'identité ou une identité tout court? Être français, c'est avoir un passé, l'héritage des siècles, les racines chrétiennes, la France fille aînée de l'Église, enracinée dans des paysages, des édifices. Ou alors être français repose sur le présent, un projet, le désir de continuer à vivre ensemble. Des questions auxquelles on va essayer de répondre avec vous, via notre site lcp.fr, avec notre partenaire, le JDD. #CVR, ça c'est pour les tweetos, et puis pour être complet, notre page Facebook. Pour en débattre aujourd'hui avec moi, deux personnalités politiques aux convictions souvent opposées. C'est le débat. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Bonsoir, vous êtes député européen, vice-président du Front National. Vous vous intéressez beaucoup aux questions liées à l'identité nationale, à la nation. Vous disiez être chevènementiste à même un moment. Dans le débat sur la déchéance de nationalité, vous souhaitiez même son extension à la déchéance pour les crimes graves et les crimes de sang. Esther Benbassa, bonsoir. Vous êtes sénatrice écologiste du Val-de-Marne. Vous êtes aussi universitaire en sciences sociales. Vous avez 3 nationalités françaises, turque et israélienne. Le débat sur l'identité nationale, donc ça vous parle. Avec Jean-Christophe Attias, vous êtes l'auteur de Juifs et musulmans, retissons les liens aux éditions du CNRS. Deux experts nous ont rejoints. Hervé Lebras, bonsoir. Vous êtes démographe, directeur d'études à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Démographe, c'est un homme dont le métier, c'est de faire le portrait, d'analyser la population humaine en général et française en particulier. Qu'est-ce qu'être français? Vous allez plutôt nous dire qui sont les Français. Avec Emmanuel Todd, vous êtes l'auteur de Le mystère français aux éditions du Point. Du Seuil. Voilà, face à vous, Bélir Nabli, bonsoir. Vous êtes universitaire en droit public, directeur de recherche à l'IRIS, enseignant à Sciences Po, auteur de travaux sur la vie politique nationale. 2 ouvrages à noter, Géopolitique de la Méditerranée, paru aux éditions Armand Collin. Et surtout, ça concerne directement notre sujet, un ouvrage qui va sortir dans quelques jours, La République identitaire, ordre et désordre français, aux éditions du CERF. Voilà, c'est tout chaud, ça sort le 13 mars. Merci à vous 4 d'avoir accepté notre invitation. Avant de débattre ce reportage, parmi les points qui balisent cette problématique de la nation et donc qui dévoilent ce que signifie être français, il y a la langue française, bien sûr. Notre reporter est allé voir du côté d'une école pour migrants et réfugiés. Elle les prépare au processus de naturalisation. Il était à la rencontre d'une réfugiée iranienne et une migrante chinoise. Et vous allez voir cette problématique. Qu'est-ce qu'être français? Eh bien, ça leur parle. Le reportage d'Olivier Boulinck. Ils viennent de partout, du Moyen-Orient, d'Afrique ou d'Asie. Ces étrangers sont réunis cet après-midi dans cette salle de classe pour préparer leur naturalisation, car depuis janvier 2012, la maîtrise de la langue est obligatoire pour pouvoir devenir français. Au programme, grammaire et conjugaison bien sûr, mais aussi apprentissage des us et coutumes et éducation civique. Le drapeau, oui, alors il est comment le drapeau français? Le blanc rouge, le bleu à gauche ou à droite? Le bleu à gauche, d'accord. Parmi ces élèves, des profils très différents, mais tous veulent devenir français. Nasrine est kurde iranienne, elle est venue en France pour raisons politiques. Dans mon pays, pour les femmes, la vie là-bas c'est un peu dur vraiment. J'aimerais bien avoir ma liberté comme une femme. Et je pense ici c'est très bien pour une femme. Xiaoying, elle est de Chine, de la province du Jiangsu, à côté de Shanghai. Elle est arrivée en France avec son mari pour, dit-elle, construire un meilleur avenir. Aujourd'hui, elle veut devenir française pour ses enfants. L'éducation comme ça pour les enfants, c'est bien. Aussi, je trouve un petit peu plus égalité qu'en Chine. Ces futurs Français-là, Bariza Chiari aimerait qu'ils réussissent. Elle est franco-algérienne et pur produit de la méritocratie française. Parcours universitaire brillant, puis entrée à l'ENA. Depuis 2004, elle est sénatrice de Paris. Quand j'ai été élue, que je suis arrivée au Sénat, je me suis dit la France c'est quand même un pays merveilleux qui permet à quelqu'un venu d'ailleurs, d'une autre rive, de pouvoir accéder aux plus hautes fonctions. La France peut donner sa chance à tous, elle peut donner sa chance à tous. Encore faut-il la saisir et encore faut-il être dans le travail et dans la permanence du travail.
y croire et y croire. Sa double nationalité n'était pas une question jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy lance un débat sur l'identité nationale sous son quinquennat. La binationalité, pour moi, c'est de ne pas être dans le déni de ce que l'on est, c'est de ne pas être dans le reniement. C'est l'importance attachée à une filiation, à ses aïeux. C'est ne pas être l'intégrer complètement de manière à ne pas être chez le psy, quoi. C'est aussi, quand on sait d'où on vient, c'est plus facile de se fixer des objectifs et de savoir où on va. La nationalité pour savoir qui l'on est. Pour le politologue Pascal Perrineau, la mondialisation a brouillé le sens de ce que signifie être français. La France, c'est un pays qui, comme les États-Unis d'ailleurs, est porteur d'un universalisme. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'universalisme français n'a plus tout à fait les moyens de son ambition. Et à ce moment-là, le sentiment d'identité française vacille un peu. Il faut, je crois, c'est un élément décisif dans les années qui viennent, qu'on se remette d'accord, toutes les forces politiques, intellectuelles, morales du pays, pour savoir ce que l'on partage véritablement en commun. Quel est notre bien commun? Un bien commun qui, pour Pascal Perrineau, doit s'apparenter à des valeurs, aux 3 mots, devise de la République. Ouais, devise de la République, liberté, égalité, fraternité, reportage d'Olivier Boulinck. Quand vous entendez ces témoignages, cette Iranienne qui veut devenir française, parce que là-bas, la liberté de la femme, c'est pas ça, cette Chinoise qui veut être française pour l'éducation de ses enfants, cette sénatrice franco-algérienne qui est devenue sénatrice, vous dites quoi? Écoutez, moi, je ne suis pas dans leur cas, parce que moi, je suis devenue française par amour. J'ai été élevée par une préceptrice qui m'a appris le français à partir de l'âge de 4 ans à Istanbul. Moi, je suis venue en France par amour de la France, puisque je pouvais partir, j'avais une bourse pour aller à Columbia, et j'ai choisi la France parce que j'ai grandi dans les valeurs de la France, parce que pour ma famille, la France représentait non seulement la liberté et l'égalité, mais les droits de l'homme. Et pour moi, être française, c'est comme on peut dire... une histoire d'amour. Donc, c'est très difficile d'être français. D'ailleurs, vous ne m'avez pas mis mon livre de l'impossibilité d'être français. Je suis professeure à la Sorbonne, je suis sénatrice, mais parfois on me rappelle encore, parce que j'ai un accent que je veux garder, puisque je parle de nombreuses langues sans accent. C'est un peu ma défense, parce que c'est vrai que la France a du mal... malgré ses devises, de fabriquer des Français sans leur rappeler qu'ils ne l'ont pas été une fois dans le passé. Florent Philippot, qu'est-ce qu'être français pour vous? Être français, c'est avoir la nationalité française, et c'est aimer la France. C'est s'inscrire dans une continuité, dans un passé, un présent, un futur. Voilà, partager cette aventure nationale, s'y sentir, et ce qui se traduit par un amour de la France. Évidemment, on n'imagine pas être français sans amour de la France. Et c'est cela, je crois, être français. Alors, il y a des cas, bien sûr, on en connaît tous. On en a tous dans notre entourage. La France, c'est un pays qui a, M. Perrineau le rappelait, qui est universaliste. C'est pas le seul, il n'y en a pas beaucoup. Un universalisme à bout de souffle, il nous dit. Oui. Est-ce que la France, elle a les moyens de cet universalisme? Il y a des cas d'assimilation qui se font très bien, encore maintenant. Mais il y a une machine à assimiler, si on regarde plus globalement la société française, qui fonctionne mal, qui fonctionne très imparfaitement, pour une raison qui, à mon avis, s'explique. Il y a 2 causes, à mon avis, principales, mais on pourrait y revenir, en tout cas, de mon point de vue. Je pense qu'on ne peut pas assimiler, dans un contexte surtout de crise économique majeure comme aujourd'hui, une immigration aussi nombreuse. L'immigration a fortement augmenté à partir des années 70 et les flux actuels sont plus élevés que jamais, qu'il s'agisse de l'immigration légale ou clandestine maintenant avec la fameuse crise des migrants. Puis il y a une deuxième crise dont on parle peut-être moins, mais elle est aussi importante, à mon avis, c'est la crise des élites. On ne peut pas s'assimiler à un pays dont on nous dit en permanence, on ne peut pas l'aimer, dont on nous dit en permanence qu'il n'est pas aimable, qu'il doit se repentir, qu'il doit s'excuser, dont on n'ose plus apprendre l'histoire à l'école ou mal.
dont on estime qu'il n'a pas d'avenir, qu'il ne peut pas être libre d'ailleurs, puisqu'il doit se fondre. L'histoire de France, il doit se fondre dans l'Union européenne, il doit se fondre dans la mondialisation. Oui, mais on l'apprend un peu en se cachant. Ah non, alors là, non. Ah non, j'étais 15 ans professeur dans le secondaire, on ne se cache pas en l'enseignant. Vous savez, madame, je crois que vous avez oublié. Vous savez, mes parents étaient instituteurs, je connais très bien l'école, l'institution dans le public, dans le nord de la France. Je peux vous dire Ils avaient honte d'enseigner l'histoire de France dans leur village. Non, parce qu'ils ont eu ce courage de ne jamais appliquer les dérives folles qu'on leur demandait d'appliquer, c'est-à-dire les espèces de Qu'est-ce qu'ils leur demandent? Oh, il y a eu des périodes, il y a eu des modes. Il y a des modes dans l'éducation nationale. Il y a eu la mode, on va donner la parole, on va interroger. Globale. Il y a eu la mode de ne plus apprendre clairement l'amour. Vous savez, le roman national, rien que ce mot-là. Le roman national, je suis sûr que vous détestez ce mot-là. Moi, je pense que c'est un mot. Moi, je pense que c'est un mot qui est magnifique. On va donner la parole à notre respect. Choisir la France. Hervé Lebras, allons-y. 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 Le jeu. Allons-y. Vous êtes là comme ça. Allons-y. Non, juste une remarque pour relancer sur qu'est-ce qu'être français. C'est d'ailleurs un très bon travail de l'Institut Montaigne il y a quelques années. Je pourrais en donner quelques exemples. Mais je crois que ce qui est important dans ce qui a été dit, c'est la conception française de la nationalité, qui est une conception volontaire. Et c'est très important, ça s'est joué historiquement après la guerre de 1870. C'est à ce moment-là que d'un côté les Allemands disaient les Alsaciens sont allemands parce que ils sont et les Lorrains, oui, un bout de la Lorraine, la Moselle, ils sont allemands parce que ils se parlent allemand, ou ils parlent un dialecte allemand, et aussi, alors c'était l'époque, parce qu'ils sont de race allemande. Et les Français disaient non, on les force, la conception, la nation, c'est y adhérer volontairement. Et c'est la très célèbre phrase, deux grands historiens sont intervenus dans cette histoire. Fustel de Coulanges. Et surtout, la phrase qu'on cite toujours, bien sûr, c'est un historien des religions plutôt, vous le diriez, qui est la phrase de Renan, du plébiscite de chaque jour. Mais il faut bien voir que c'était la première fois où on posait cette question. La nation, c'est un plébiscite de chaque jour. Oui, mais on le répète souvent, mais il faut voir le cadre dans lequel ça se posait, qui était la perte de l'Alsace-Lorraine. C'est une correspondance entre Renan et un historien allemand, Strauss, où Renan a mis les points sur les i. Nous, notre conception, et c'est une conception qui remonte à la Révolution française, qui est une conception de l'adhésion, de la citoyenneté. Donc je crois que c'est très important, et ce qui a été dit, les exemples qui ont été montrés, me semble-t-il, vont dans ce sens-là. Pour joindre ce propos, Bélir Nabli. Mais forcément, on parle d'histoire des idées politiques, la manière dont en France, finalement, on a une conception particulière de la nation qui s'est construite face à l'opposé de la conception allemande, avec d'un côté des éléments raciaux, linguistiques, qu'on dit plus ou moins objectifs, et de l'autre, une subjectivité qui relève du volontarisme. Et ce qui est intéressant dans notre conception de ce qu'est être français, c'est finalement cette dynamique. C'est pas quelque chose de figé. On peut devenir français. On n'est pas forcément français, mais on le devient. Parce que notamment, on peut apprendre la culture française, on peut apprendre la langue française, on peut apprendre à aimer la France. Et donc, dans cette construction dynamique, on devient français. Et l'autre élément intéressant aussi, c'est que finalement, si on s'interroge aujourd'hui sur qu'est-ce qu'être français, alors vous avez rappelé le contexte un peu dramatique, sécuritaire, mais ça va au-delà. Finalement, la problématique identitaire, vous avez rappelé l'origine de la conception de la nation dans le contexte finalement de la défaite de la France et d'une tentative de reconquête territoriale. On était dans une période de crise déjà. Et si aujourd'hui, pour le dire rapidement, depuis les années 70-80, la notion, l'idée d'identité, la question de la nation, la question de l'identité nationale a été finalement à nouveau au centre du jeu politique, notamment sous l'impulsion du Front National. C'est parce qu'on est en crise, non pas d'identité, mais d'une crise beaucoup plus large. Une crise systémique. Lorsqu'on s'interroge sur ce qu'on est, c'est parce qu'on n'arrive plus à trouver des solutions ou des réponses sur d'autres questions, notamment comment sortir du chômage, comment vivre ensemble sur des valeurs communes. Mais quelles valeurs communes ? On parlait des valeurs communes. Aujourd'hui, si on reprend les valeurs de la République, la devise de la République, je peux vous dire qu'il y a un véritable débat en fait sur chacun de ces éléments constitutifs. On y adhère tous, on est tous républicains, même ceux qui ne l'étaient pas à un moment donné.
Alors il y a plusieurs points cardinaux qui balisent la problématique de l'identité nationale, qui nous dévoilent ce que signifie d'être français finalement. Il y a l'égalité, d'abord. Je ne sais pas, mais enfin, parler d'identité nationale, de nouveau, est un vrai problème. Oui. Moi, je parlerai tout simplement d'identité. Et je reviendrai un peu à ce qu'a dit M. Perrineau. Et vous n'imaginez peut-être pas, enfin, peut-être vous, oui, mais vu l'âge moyen ici, c'est ce que représentait la culture française à l'étranger. C'était une culture qui était considérée comme supérieure aux autres cultures. Dans les maisons bourgeoises de laquelle je viens, on parlait le français dans le quotidien. Qui était considéré, on lisait français, on lisait des romans français. Dreyfus, le capitaine Dreyfus, c'était pour nous le modèle même de la liberté, sauf que mon père, on mettait la partie, on l'avait arrêtée, mais il l'avait gardée que la partie, on l'avait libérée, par amour de la France. N'empêche que la France, vous n'imaginez pas ce qu'elle représentait. Quand on lit l'histoire russe, par exemple, dans les grandes maisons, on parlait français. Dans les grandes maisons de la bourgeoisie. Aujourd'hui, on est dans un contexte beaucoup plus apte au cosmopolitisme et une société mondialisée. Et il faut reconnaître que les identités se sont affaiblies. Un jeune homme, je sais pas, il va à Madrid, et il épouse une Italienne, il s'installe à Londres. On n'est plus dans ces définitions qu'on avait de l'identité. Mais l'identité, ce n'est pas seulement un drapeau. L'identité, elle n'est pas seulement nationale. Il faut dire que l'identité, c'est ce que construit l'être humain. Et les binationaux ou les trinationaux ont le droit d'avoir cette partie d'eux-mêmes, comme le disait Bariza. C'est vraiment une partie qui constitue ce qu'on est, c'est sa propre histoire, et cela n'empêche pas d'être français à plein temps. Il n'y a pas d'identité nationale, Florent Philippot ? Si, bien sûr qu'il y a une identité nationale. On sait que Sarkozy avait lancé le débat pour des raisons électoralistes. Il avait fait même un ministère. Oui, c'était d'enfumage. Il a fait que ça d'ailleurs pendant. Ça fait 10 ans qu'il fait ça. Oui, ça a été un bide. Il a lancé le débat. Il voulait simplement faire parler de lui et essayer de capter des électeurs, mais il n'y avait pas d'objectif concret. Alors je pense qu'il y a effectivement une vraie crise. Moi j'en vois deux. Je pense qu'il ne faut pas se cacher les yeux. Il y a un problème majeur aujourd'hui d'assimilation, de communautarisme. Qu'est-ce qui grignote ? Si on parle concrètement, qui grignote aujourd'hui la République ? Qui fait que justement cette identité nationale paraît aller moins de soi spontanément ? C'est notamment le repli communautaire. C'est notamment le fait qu'on voit des choses qui étaient inimaginables. Mais des choses qui étaient inimaginables il y a encore 10 ou 15 ans. On a vu un statut de la femme qui a été profondément abaissé. Je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé à Cologne la nuit du 31 décembre, ce qui s'est passé à Stockholm, ce qui se passe parfois de plus en plus actuellement, en France, on dit le contraire. Où on voit l'égalité homme-femme qui vacille. L'égalité homme-femme, c'est une grande valeur française. C'est une grande valeur française, il n'y a pas qu'en France, mais c'est une grande valeur française. Or, elle vacille quand il y a un repli fondamentaliste, un repli religieux, et ça, je pense que ça doit nous interpeller. De même que la langue française, vous dites tout va bien à l'école. Non, tout va pas bien à l'école. Vous avez un élève sur 5. Ça n'a jamais été bien depuis le début, il y a toujours eu des problèmes. C'est une manière d'évacuer le problème. Vous dites bien sûr que ça n'a jamais... Bien sûr que ça n'a jamais été parfait. Mais aujourd'hui, vous avez un élève sur 5 qui arrive en 6e qui ne maîtrise pas la langue française. Alors je ne sais pas comment on s'en sort. Nous on a proposé par exemple des cours d'alphabétisation pour les maires dans certains quartiers. C'est le collectif Banlieue Patriote qu'on a lancé qui l'a proposé. Ça me paraît très bien. Pour les maires qui ne maîtrisent pas le français, pourquoi ? Vous voulez nous rappeler ce que c'est ce collectif Banlieue C'est un collectif de la société civile qui travaille notamment dans les quartiers difficiles. Si les maires aussi ne maîtrisent pas le français. Mais parce que quand elles ne maîtrisent pas le français, elles ont honte d'aller parfois à l'école ou au collège pour suivre leurs gamins, parce qu'elles vont rencontrer des professeurs sans maîtriser la langue. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon parce que ça fera un gamin turbulent ou qui ne suit pas. Elles peuvent se retrouver avec un statut inférieur au mari également si elle ne maîtrise pas la langue alors que le mari, lui, vous voyez, ça je pense que ça me paraît important. Et puis vous dites oui, le français, et vous avez parfaitement raison, la langue française, la culture française, la littérature, l'art, la culture, évidemment, rayonne dans le monde, mais je pense qu'elle rayonne toujours.
Non, je pense qu'elle rayonne non, toujours. On est un empire décadent. Elle rayonne toujours, nous ne sommes plus un empire, mais nous sommes un grand pays, une civilisation française. Mais c'est vrai qu'il y a eu une forme de déclin. Pourquoi? Mais moi, je pense que ça tient beaucoup aux élites françaises, qui un jour ont renoncé à la France. Ils se sont dit, elle ne sera plus souveraine. On va mettre les clés à la Commission de Bruxelles. Ni en matière militaire et diplomatique, ce sera l'OTAN. Elle n'a plus sa propre voix. On ne défend plus le français comme avant, dans les institutions internationales, dans la diplomatie, à l'ONU, même à l'Union européenne. On n'est plus un empire fort, monsieur. Mais on n'était pas un empire il y a 20 ans. On n'est plus un empire depuis... On n'est plus un empire depuis la Troisième République, si vous voulez. Hervé Le Bras, Hervé Le Bras. Mais si vous quand même être à peu près, conscient de nos moyens, là, effectivement, c'est ce que la France... Vous incarnez ces élites qui ont renoncé. Vous estimez que nous sommes une petite puissance. On incarne ces élites qui pensent qu'elles ne sont plus ni en 1960 ni en 1800. C'est-à-dire que la France est une puissance importante, mais elle n'a plus du tout le poids qu'ont maintenant des grandes puissances comme la Chine. Mais elle renonce pas. La francophonie, les interventions actuellement militaires en France... La francophonie, c'est pas simplement la francophonie française, c'est le fait qu'un grand nombre, une population énorme dans le monde parle français et a même la langue française. Dans cette affaire. Bien sûr, pour l'instant, elle soutient énormément. Elle a des soldats au Mali, aux Africains, elle a des soldats en République centrafricaine. Demandez aux Africains, c'est pas que les soldats. Ils en veulent peut-être plus, mais vous verrez que les Africains considèrent qu'on s'y implique pas. Demandez aux Québécois, vous verrez qu'on a renoncé. Franchement, vous verrez que les Québécois n'ont pas renoncé. Les Québécois continuent. Que la France a renoncé. Eux n'ont pas renoncé. Assez grands aussi. On n'est plus non plus, je dirais, les maîtres de nos colonies. Nous avons, Monsieur Le Bras, Madame Benbassa, nous avons le deuxième espace maritime du monde. Qui le sait? Non, mais bien sûr, on a ce deuxième espace maritime parce qu'on a une série d'îlots qui sont les îlots de Tahiti, qui sont et ainsi de suite. Donc je voudrais faire une remarque peut-être plus générale, c'est que je crois qu'aussi qu'il y a dans l'identité, puisqu'on emploie ce mot de la France, le rôle de l'État. La France, c'est pas une nation, c'est un État-nation. C'est-à-dire ça s'est construit avec un État fort, autour d'un État fort. Et je pense, et là, quelquefois, je vous rejoindrai sur ce point, je pense que l'affaiblissement de la France, ça a été lié à un affaiblissement de son État. C'est-à-dire qu'actuellement, autrement dit, de la colonisation aussi. Oui, mais actuellement, on le voit bien, l'État est devenu un État faible, un État qui hésite. Il n'a plus de frontières, il n'a plus de budget, il n'a plus de monnaie, il n'a plus de loi souveraine. Il n'a plus de colonie. Vous êtes obsédé par la colonisation, mais c'est pas l'État. Bélir Nabli. C'est un État qui n'a plus de moyens. Non, mais justement, la colonisation faisait que les pays... Bélir Nabli, Esther Benbassa. Bélir Nabli, vous publiez République identitaire, ordre et désordre français. De quel ordre et de quel désordre vous parlez? Le désordre, c'est justement ce dont on parle depuis le début, à savoir que finalement, si la question identitaire réémerge, c'est parce qu'elle tente de combler un vide laissé par l'État, par le politique, qui n'arrive pas à apporter des solutions efficaces aux crises auxquelles sont confrontés les citoyens. Et donc eux-mêmes deviennent sensibles à la question de l'identité à l'échelle individuelle, qui suis-je, mais aussi qui sommes-nous ensemble. Et donc c'est ce vide-là auquel nous sommes confrontés. Et tant qu'on n'arrivera pas à combler ce vide, la question identitaire sera d'une certaine manière aussi... intéressante pour le politique et pour ceux qui veulent finalement combler ce vide par des mots, des polémiques un peu vides. On a parlé du communautarisme. On est là, c'est un exemple parfait de l'hypocrisie qui règne en la matière, parce que d'un côté, le discours public tend à ignorer ou à mépriser les communautés au nom de la conception de la République une et indivisible, et d'une certaine manière, on pourrait y adhérer en tant que républicain. En tant que républicain, on n'a pas à reconnaître... Oui, le Premier ministre cesse de parler de communauté. Je parlais du postulat. Laissez-moi terminer. Il parle plus jamais de France. Laissez-moi terminer. Et donc, d'un côté, vous avez plutôt une République et un discours officiel qui part du postulat de la République une et indivisible, et de l'autre, effectivement, en pratique, la reconnaissance de fait de ces communautés et de comportements qu'on pourrait qualifier de clientélistes, notamment à des moments électoraux. Et de la part de tous. De la part des élus, mais de la part de toute la classe politique. Le Front National parle aux harkis comme s'il s'agissait d'une communauté particulière à la veille de chaque élection, mais ce n'est pas que le Front National. Ce n'est pas que le Front National. D'autres partis procèdent à la même démarche, je dirais, clientéliste et communautariste à la fois. Mais ce qui est gênant, c'est l'hypocrisie.
si on est républicain, on doit être d'accord sur ce qui fonde notre adhésion à ce modèle politique, hein, et en même temps, on le dévoie au quotidien. Et c'est en cela, cette contradiction-là, cette hypocrisie-là, dont certains profitent finalement pour dévoyer finalement notre République. Puis il y a aussi le retour quand même, le retour des revendications identitaires depuis une vingtaine d'années. Ça, il faut l'accepter. Il y a un retour. Chacun veut avoir son identité, plusieurs identités. On peut être toujours français, gay et musulman. On peut être juif. Vous avez dit l'État ne parle que de juifs. Vous avez la loi de 1905, excusez-moi, appelle au respect des confessions. Des communautés, je dis. Des communautés. Oui. Des communautés. Ne dites pas n'importe quoi. J'ai dit le Premier ministre ne parle que de communautés. Bon. Alors, ça n'a rien à voir avec la loi de 1905. Vous savez, depuis le 19e siècle, je suis historienne, franchement, on appelle les Juifs communauté juive. C'est pas eux qui se sont donné ce nom. Depuis le 19e enfin, qu'un Premier siècle, ministre. Hervé Lebras, est-ce que vous êtes pour les statistiques ethniques? Est-ce que vous êtes pour autre chose? Mais c'est une question, non, ça a été un très long débat. J'ai animé une commission qui justement s'opposait à une commission nommée par Sarkozy dans le but d'établir des statistiques ethniques. Et j'ai été opposé justement parce que pour moi, c'est un des éléments qui favorise le communautarisme et qui l'a favorisé dans les pays où existent ces statistiques ethniques. Alors le débat est relativement retombé. Il y a eu, je trouve, c'est un des cas où la France a été raisonnable. Non, je pense qu'il est bien retombé cette fois-là. À moins que vous soyez un adepte de Monsieur Fillon qui le recommande en espérant que ça va lui rapporter quelquefois. Il y a encore un an. Non, je vais dire pourquoi il est retombé. C'est parce qu'en fait, la commission gouvernementale et notre commission, qui était composée de juristes, d'anthropologues, de sociologues, en fait, sont arrivés pas loin d'un accord. C'est-à-dire que les deux commissions ont estimé que c'était dangereux, notamment d'inscrire dans les recensements les appartenances. Et on est aussi tombé d'accord que... Attendez, on était... Monsieur, sur les discriminations. Oui, votre vous le rapport aussi, savez bien. Mais il y a eu deux gros rapports qui ont été mis... Dans votre rapport, vous êtes pour. Oui, vous êtes pour. On est pour le... Oui, mais donc là, je suis en train de vous expliquer que les deux rapports sont contre le fait qu'on demande au recensement une origine. Ils sont, par contre, pour... Votre position, vous êtes pour... Ma position, c'est que je suis absolument contre. J'étais de la commission qui s'opposait... Oui, mais attendez, laissez-moi terminer, Madame Benbassa. C'est que le second point, c'est qu'il y avait donc un accord sur ne pas flécher tous les individus en France par une origine, et il y avait un accord sur les recherches concernant les monographies concernant par exemple les contrôles au faciès ou bien les CV et la manière dont on embauche. Par contre, ces recherches-là devaient être encouragées comme monographie, et le désaccord portait sur ce qui est entre les deux, c'est-à-dire sur les grandes enquêtes. Mais le point central, c'est que, on ne voulait pas qu'on s'habitue. Parce que, je vais vous donner par exemple l'exemple de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, quand Mandela arrive au pouvoir, il supprime les catégories ethniques qui régentaient l'apartheid. 10 ans après, elles sont rétablies telles quelles dans le recensement sud-africain. Et la raison, j'ai parlé avec mes collègues sud-africains, c'est parce que les Sud-Africains s'identifiaient et continuaient à s'identifier à ces catégories. Donc c'est très dangereux d'entrer dans ce jeu-là, et c'est un jeu qui favorise le communautarisme. Monsieur le chercheur, vous savez mieux que moi, puisque c'est votre métier, les chercheurs le font régulièrement. Mais on veut dire pour les monographies, Il y a une exception qui est prévue dans le rapport. Mais écoutez-moi, là, je vous ai dit, c'est possible dans les monographies, c'est pas... Oui, mais on le fait, donc ça existe. Florian Philippot, est-ce qu'on peut parler de Français de souche? On peut parler de Français de souche. On peut y mettre d'ailleurs les Antillais si on veut. Moi j'y mettrais, mais je parle pas moi de Français de souche je parle de Français. Voilà, c'est tout. Ouais. Je parle de Français et je rebondis sur l'affaire des statistiques ethniques. Nous y sommes défavorables parce que d'abord c'est pas républicain. Premièrement, il faut revenir à la base, et ensuite parce que milieu scientifique. Mais c'est autre chose. C'est autre chose, madame, que de l'utiliser ensuite dans une politique publique. Allez-y. Et ça, en réalité, c'est le prélude à la discrimination positive. C'est utilisé et réclamé pour cela généralement. Oui. Moi, je préfère nettement qu'on ait enfin un éclaircissement, la transparence sur les chiffres de l'immigration. Ça me paraît beaucoup plus utile pour gérer des politiques publiques de savoir ce qui se passe réellement à Calais, à Grande-Sainte, en ce moment avec les migrants. À peu près, là vraiment. À peu près. Hein.
hein. À peu près. Hein. Bon, disons, à Calais. Calais, c'est pas de l'immigration, c'est de l'émigration. Tout n'est pas dans les monographies. Moi qui sors d'une campagne au régional, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, je peux vous dire que quand on voit arriver des migrants dans des villages, 50, 80, 100, du jour au lendemain, dans des villes, Strasbourg 400, et que personne ne sait en gros, y compris en préfecture, combien de temps ils restent, d'où ils viennent et qui ils sont, ne dites pas qu'on sait. L'Allemagne l'an dernier a accueilli 1 100 000 migrants et elle ne sait pas où se trouvent 600 000 d'entre eux. Eh ben vous savez, je vais vous donner les chiffres du ministère de l'Intérieur sur les demandes. Vous les connaissez, les demandes d'asile. Les demandes d'asile, cette année, c'est 2015, il y en a 73 millions, 73 000 et demi, 73 500, il y en avait 59 000 l'année dernière. Sauf qu'on est dans un espace ouvert. Sur ces 73 000, il y a non, mais juste un mot. Sur ces 73 000, il y en a seulement 7 200 qui viennent d'Irak et de Syrie. Alors juste un mot quand même, juste un mot, pour vous terminer. Juste un mot. Sauf que déjà c'est en augmentation. Je vous donne la parole juste après. Et ensuite, vous oubliez une chose, nous sommes malheureusement à cause de Schengen dans un espace totalement ouvert, sans frontières. Si vous en avez 1 million qui arrivent en Allemagne, ils peuvent potentiellement au bout de 3 mois venir en France sans problème. On est là au cœur du problème. Vous n'en savez rien. Monsieur Philippot, c'est pas ce que dit le terrain. On est ici au cœur. On est ici au cœur du problème, dans la mesure où la question de départ, c'est qu'est-ce qu'être français. Et très rapidement, on s'interroge sur où sont les immigrés et combien représentent les immigrateurs. Dans un contexte d'immigration massive. Non mais justement, attendez. Ne parlez pas tous en même temps. Il s'agit donc d'une définition. Sinon le débat n'existerait C'est même une pas. définition de l'identité nationale qui s'appuie sur l'assimilation. Non, sur la stigmatisation de l'autre et donc sur le fait de. Non mais si on construit, c'est une construction à contrario. Parce que je suis républicain. C'est une construction. Vous êtes un républicain alors des années 30. Ah si, la République, c'est l'assimilation. Non, c'est l'intégration. C'est l'intégration, l'acculturation. Donc on aborde un des points. On aborde un des points. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire maîtriser la langue, les valeurs, les lois, être français. On aborde. Il y a plusieurs. Il y a eu des générations d'immigrés, leurs enfants. Et c'est le mieux qu'on puisse proposer aux Français d'origine étrangère, c'est de s'assimiler pour leur bien. Qui parlent français. Au-delà du débat, on va essayer de se mettre d'accord. Il y a plusieurs points. Qu'est-ce qu'être français ? Plusieurs points cardinaux. Donc on a parlé d'égalité, de la laïcité, de l'école, du rapport à l'État, de la solidarité envers l'État, l'État qui protège, l'État qui nous protège contre le chômage, contre la vieillesse, du droit du sol. Le droit du sol. Justement, alors le droit du sol. On est français parce qu'on y est né, parce qu'on est né français, et pas par le droit du sang. Depuis le début, on n'arrive pas à débattre de qu'est-ce qu'être français de manière positive. On n'arrive pas à dire ce que c'est de manière positive. On construit le débat de l'identité. C'est en cela qu'il est malsain. Il ne naît qu'à partir de la stigmatisation de l'autre. Ce n'est pas nouveau, ça date des années 80 dans le débat contemporain. Et c'est bien le problème. C'est bien le problème. Mais attendez. Le problème, c'est que moi, en soi, la question de l'identité, même nationale, ne me poserait pas problème en soi. Hein. On peut savoir qu'est-ce qu'on partage, pourquoi pas. Même politiquement, comment construire un destin commun, quel objectif, donner un avenir à la France et à son peuple. Certes, mais le problème, c'est que jusqu'à maintenant, le débat n'est construit, ne se développe qu'à partir de la stigmatisation d'un segment de la population. Alors, on parle de... Attendez. Le problème, c'est que on parle d'immigrés, mais entre nous, on parle essentiellement de Français. Ouais. De Français issus de l'immigration, pour reprendre une expression qui malheureusement est devenue banale alors qu'elle est en soi. Mais non, c'est vous qui parlez d'immigration, d'assimilation. Si vous parlez d'étrangers ou des étrangers. Non, mais vous aviez donné une définition. On est d'accord avec vous. Vous aviez dans ce cas-là, moi je parle pas d'immigrés. Oui, mais sauf que vous parlez de Français et d'assimilation. Vous parlez de Français et d'assimilation. Alors est-ce qu'il faut assimiler certains Français ? On va parler. On va reprendre le débat. On va prendre le cours du débat, s'il vous plaît. Non, vous êtes Je fais partie des étrangers. Vous ne me saluez pas. Ça, c'est un autre débat. On va revenir sur le droit du sol. Esther Benbassa, on va revenir sur le droit du sol. Donc on a dit c'est l'un des fondamentaux. Il y a le débat. Je vais juste ajouter un mot là-dessus. Parce que ça, c'est intéressant. Il n'y a aucune stigmatisation. Qu'on soit dans le monde réel, qu'on se pose la question de savoir. Attendez, je finis juste une phrase, vous pourrez rebondir après. Mais pourquoi, effectivement, certains médecins n'arrivent plus à soigner des femmes ? Pourquoi il y a des problèmes dans les entreprises où on réclame des lieux de prière ? Pourquoi il y a le problème du voile maintenant qui se pose à l'université ?
l'université. Et il s'est posé à l'école il y a 10 ans, il y a une loi. Pourquoi toutes ces questions-là? Pourquoi parfois on se demande si la loi de la République est toujours en tête ou s'il n'y a pas des lois religieuses? Pourquoi le problème du flou? Pourquoi c'est une question de régression de liberté d'habillement de la femme, de se mouvoir comme elle le souhaite, de faire ce qu'elles veulent, de vivre leur vie comme elles le souhaitent. Et d'autres non, mais je veux dire, c'est une manière de se mouvoir en public. C'est une vraie question. Et ça, c'est pas une question de stigmatisation, monsieur. C'est une question d'ordre public. C'est une question d'ordre public. C'est une question de Hervé Lebras. Attendez, si je peux finir une phrase sans qu'il y ait en permanence du bruit. C'est une question d'assimilation, de communautarisme. Quelles sont aujourd'hui les valeurs de l'identité nationale? Quelles sont les lois? Qu'est-ce qui est au-dessus de tout? Est-ce que c'est la loi de la République ou c'est une loi religieuse? C'est la loi de la République. C'est une vraie question qui se pose dans certains quartiers. Vous n'êtes pas dans le monde réel parce que pour des gens, c'est une vraie question et malheureusement, c'est une question. Crée ce monde aux États-Unis. Mais c'est pas un monde irréel, monsieur. Il y a des quartiers entiers où vous avez. Mais il faut faire respecter la loi. Vous avez une loi religieuse. Oui, mais ça, c'est facile à dire. Non, mais nous, on le dit. Vous faites venir chaque année 200 000 étrangers légaux, que vous y rajoutez les clandestins, etc. La machine à assimiler, surtout qu'il y a 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres, ne fonctionne plus. Ou fonctionne parfois aléatoirement, mais ne fonctionne plus officiellement. Officiellement, il y a pas de politique migratoire. Or, la France. Hervé Lebras, on ne parle pas tous en même temps. Hervé Lebras, donc vous avez observé. C'est les problématiques réelles, on n'est pas dans le discours. Le thème de l'intégration. La diversité de la société française, elle n'a pas cessé de progresser. Une immigration européenne au début, et puis une immigration post-coloniale. Elle fait partie de cette identité nationale, cette immigration? Mais bien sûr, mais surtout qu'il faut bien voir maintenant, si vous prenez l'immigration, les 200 000 personnes qui reçoivent un titre d'immigration légale chaque année, les entrées. D'abord, il y a des sorties. Il y a à peu près actuellement dans le compte de l'INSEE, il y a 60 000 sorties, donc il reste 140 000. Sur ces 140 000, vous avez pour l'essentiel, ce sont des étudiants qui s'inscrivent. Donc ils comptent aussi dans les sorties, mais ils sont dans les 200 000 entrées. Et il y en a 70 000 déjà dans les 200 000 entrées. Ensuite, vous avez ce qui est baptisé immigration familiale. Cette immigration familiale, pour plus de la moitié, c'est des conjoints étrangers de Français. Donc on peut, je veux dire, quand même estimer que quand on se marie, on a le droit de faire venir sa femme, même si elle n'est pas française. Donc c'est très peu de choses. Comparé aux autres pays, ce flux est extrêmement faible. D'autre part, non, mais il y a eu un moment où il a été beaucoup plus élevé que ça, dans les années 60. D'autre part, il ne faut pas parler... Il faut pas... D'autre part, je vais terminer. Non, ils étaient plus forts dans les années 60. Mais si, je les ai... L'actualité. Il y a une actualité qui est importante. Le débat sur la déchéance de nationalité. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Non, mais juste, il y a un point important là-dessus, c'est que les migrants qui sont venus dans les années 60, qui étaient très nombreux, qui ont d'ailleurs en partie construit la France dans les travaux publics et dans les travaux à la chaîne, ces migrants étaient des gens en général analphabètes, qui venaient du sud du Maghreb et qui avaient été recrutés, qui avaient une famille nombreuse. Actuellement, les migrants qui viennent du Maghreb, c'est plus du tout ça. C'est des gens qui ont un niveau, en général, de début d'université ou d'université. C'est des gens qui sont des urbains. Mais bien sûr que si, mais on les voit, ceux-là. On les voit pas. On nous a vendu dans l'affaire des... C'est plus du tout les mêmes migrants, si vous voulez. Très bien. Et si vous ôtez... Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Mais dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Mais si, il faut regarder dans la réalité. Quand vous allez à l'hôpital, très souvent maintenant, vous avez affaire... Parce qu'on n'a pas assez de médecins, à des médecins qui sont des médecins formés ou dans les pays d'Amérique latine. Parce qu'on a fait, si je peux essayer de... Parce qu'on a fait le numerus clausus, qui est une erreur. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait former davantage de médecins français. Mais là, au moins, la migration sert à rectifier. Ça sert à faire baisser les... Je voulais revenir à ma problématique. Attendez, je réponds juste à ça. Très rapidement, Philippot, parce qu'on n'aura pas le temps de dérouler. Généralement... Vous n'avez pas tort là-dessus. Excusez-moi. Généralement, on utilise l'immigration pour faire baisser les salaires. Et ça, il ne faut pas le négliger. C'est un projet qui réclamait... Vous parlez des années 60. Les articles de recherche économique on ne montre pas ce que vous dites. Il y a même un rapport du CAE qui le montre. Les années 60 et 70, vous en parlez, qui réclamaient à l'époque beaucoup d'immigration. Ils étaient même à la télévision pour le dire. C'était les grands patrons français qui voulaient de l'immigration parce qu'ils se disaient ça va permettre d'avoir des gens plus dociles. Il n'y avait pas de chômage. Il y avait un besoin de main-d'œuvre. Et qui ne réclameront pas grand-chose, on pourra baisser les salaires. Et ça, vous le savez très bien. Vous parlez de l'hôpital, oui, mais l'hôpital, d'abord, j'aimerais qu'on forme davantage de médecins, effectivement. Qu'on ait recours de temps en temps à des spécialistes à l'étranger, ça ne me pose pas de problème. Et moi, ce que je
je regrette, ce sont les flux massifs. Deuxièmement, le problème aujourd'hui... Je voulais revenir, si vous Florent dites Philippot, je vous interromps. Je voulais revenir à notre débat. Qu'est-ce que on s'éloigne en permanence. On s'éloigne. Il n'y a pas de problème. Bélir Nabli, on revient à notre débat, s'il vous plaît. On s'éloigne. Bélir Nabli, question toute simple. Non mais madame... Basta, ne rajoutez pas. Bélir Nabli, c'est votre droit. Donc être français. Dès qu'on n'est pas d'accord, pour vous tout va bien. Non mais s'il vous plaît, Bélir Nabli, on s'entend plus. On s'entend plus. Trois avis conformes, donc j'incarne l'opposition en quelque sorte. Bélir Nabli, être français, est-ce que c'est une affaire culturelle et juridique, être français, ou est-ce que ça passe forcément par un passé Monsieur Lebras, s'il vous plaît, être français, donc est-ce que c'est une affaire de lien culturel, juridique, ou alors ça relève forcément du passé, d'une mémoire collective, ou les deux, mon capitaine? Non mais... Je considère que le débat, depuis le début, repose sur une fiction. Le problème n'est pas l'immigration, comme il a été souligné. C'est un phénomène qui ne caractérise pas aujourd'hui le débat sur l'identité. Ce qui est visé à travers le débat de l'identité, c'est un segment de la communauté nationale. Ce sont des Français d'origine musulmane, il faut bien le reconnaître. C'est quoi qui pose problème? L'islam qui serait pas soluble dans la République? Mais regardez juste un élément. L'islam qui serait pas soluble dans la République? Ceux qui ont commis les actes de terrorisme étaient des enfants de la République. C'était des Français qui ont tué d'autres Français. Elle est là la problématique. C'est la manière d'abord de comprendre comment on peut tomber dans cette dérive et commettre de tels crimes. Et de l'autre, comment ne pas tomber justement dans une forme d'essentialisme et de culturalisme pour comprendre justement ces concitoyens, parce que ça reste des concitoyens. Vous voyez ? Donc le problème, c'est bien cela, c'est comment on se définit sans stigmatiser une partie de la population pour comprendre finalement comment on pourrait vivre ensemble. Et tant qu'on n'aura pas défini comment on peut vivre ensemble, non pas à partir d'une identité majoritaire, oui, mais à partir d'une identité majoritaire. Et preuve en est, aujourd'hui, lorsqu'on dit français, on entend racines chrétiennes, on entend Clovis à nouveau, etc. Une conception qu'on doit admettre parce que c'est l'histoire qui parle. Il ne s'agit pas de remettre en cause. C'est pas nos ancêtres les Gaulois. En partie, si. Moi, ça ne me pose pas problème en soi. Mais on ne peut pas réduire. On ne peut pas. On ne peut pas réduire la France à cela. On ne peut pas réduire la France à quelque chose de figé dans le passé. Philippot, le mot de la fin. De nostalgie complètement dépassée. Dans la fin de cette émission. Est-ce qu'on est capable de construire? Mais la question, vous dites effectivement les attentats, et vous avez raison, mais s'il y a du fondamentalisme et du fondamentalisme islamiste, je veux dire, quand nous, on en parlait depuis des années, on nous expliquait, c'est un amalgame. Vous en prenez aux musulmans, à l'islam? Absolument pas. On s'en prend aux islamistes, au fondamentalisme islamiste. Mais et ceux qui nous refusaient, tout le monde les combat. Ceux qui refusaient d'agir, ils sont très nombreux, madame. Le nombre de djihadistes français est très nombreux. Mais donnez leur adresse si vous connaissez leur adresse. C'est vous qui ramenez ça aux musulmans. Moi, quand je dis, ça fait des années que la République recule dans les quartiers, que la laïcité recule, que la loi recule, qu'on leur laisse tout faire et qu'on n'ose pas l'attaquer parce qu'attention, il y a la stigmatisation. Attention, il ne faut pas en parler parce que sinon on parlera des musulmans. Or, personne ne parle des musulmans, on parle des islamistes. Eh bien, on n'agit pas. Et on voit ce qui se passe quand on n'agit pas. Alors oui, retrouvons des frontières nationales. Oui, je pense que le terreau du fondamentalisme, c'est le communautarisme, c'est-à-dire ce repli sur soi hors de la communauté nationale. Et c'est surtout l'aveuglement. Quand on a un président de la République qui n'ose toujours pas parler maintenant, au mois de février 2016, d'islamisme, il n'ose toujours pas en parler, alors on est loin d'avoir gagné la bataille. Sur le terrorisme, arrêtez ces déchéances de nationalité. Terrorisme, moi, je fais de la politique depuis 5 ans, je ne sais pas, j'ai dû faire 6 lois, mais ça va, il faut arrêter avec ça. Vous parlez des musulmans. Il y a juste 130 morts. Vous partez des musulmans. Non, c'est vous qui en parlez, madame. Non, c'est vous qui parlez. Les téléspectateurs auront jugé, ils jugeront. Non, faut reconnaître. Ils verront vos obsessions. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas que le Front National qui résonne en cela. Il n'y a que les... Bélir Nabli, vous savez, madame, on vous entend pas. Ceux qui ont tué 130 de nos compatriotes en novembre dernier. Donc je ne vais pas arrêter parce que c'était des compatriotes, c'est bien le problème. On n'avance pas, c'était des compatriotes qui ont tué. Mais vous comprenez bien que c'est en cela. Déjà, mais est-ce que ça ne veut pas dire donc que la machine à assimiler est complètement... Mais c'est pas aussi simple, malheureusement. Malheureusement, c'est pas aussi simple. C'est pas une question d'assimilation. Si vous stigmatisez cette communauté, comme vous dites, mais si je dirais ce groupe, si vous les stigmatisez en disant sous prétexte qu'ils viennent d'un pays arabe ou sous prétexte qu'ils pratiquent la religion musulmane, vous accroîtrez le nombre de djihadistes. Ce dont on
qu'ont besoin actuellement C'est pour ça que je les fais précisément musulmans en l'inverse. France et les originaires des pays arabes, c'est d'être rassurés parce qu'ils veulent rester dans la France dans leur extraordinairement immense majorité. Simplement, si la France ne veut pas d'eux ou montre des signes de méfiance, on accroîtra la probabilité qu'il y ait des djihadistes. Je dis juste un mot. Pour l'instant, la seule stigmatisation officielle portée par le chef du gouvernement, elle visait les électeurs du Front National assumés à la télévision. C'est la seule stigmatisation d'État qui existe aujourd'hui. Je pense qu'on n'aura pas à régler la question. Voilà. C'est pas inintéressant, on va avancer. C'est peut-être plutôt les responsables du Front National que ces électeurs qui étaient On aura essayé de comprendre que l'identité... Enfin, c'est vrai qu'on se chamaille. C'est vrai que pour vous, le vote Merci à vous quatre, en tout cas. Merci à vous quatre. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. La semaine prochaine, vous retrouvez Arnaud Ardouin à cette même place. Moi, je vous retrouve mercredi 21h30 à Bruxelles pour Europe Hebdo. D'ici là, restez avec nous sur la chaîne parlementaire. Bon week-end.